Localisation à partir des distances à des murs. Alors dans cet exercice, on a un robot ponctuel, donc il n'a pas vraiment d'orientation, il a juste 2 degrés de liberté, ses coordonnées XY notées ici, X1, X2. Alors le robot, il est capable de mesurer des distances à des murs. Alors c'est dessiné sur la figure que vous voyez là. Alors c'est pas la distance suivant une certaine direction comme pourrait le donner un lidar, mais une distance orthogonale. On pourrait appeler ça une distance orthogonale parce que le faisceau est orthogonal au mur. Alors ici, le mur, il est représenté par un triangle en épais et il est repéré par des points A et B. Donc le deuxième segment, ça va correspondre à A2, B2. Le troisième à A3, B3. Alors, quel capteur peut nous fournir ce genre d'informations? Ça peut être par exemple un sonar qui émet un son et le, le temps de vol de l'onde entre l'aller et le retour va nous donner cette distance. Mais la distance orthogonale, parce qu'un un, un sonar n'est pas très directif, surtout lorsque il n'est pas en très haute fréquence, et donc l'écho qu'il va nous donner va réellement correspondre à cette distance orthogonale. Alors ici, on vous dit, donc il va falloir se localiser à partir de la mesure des distances D1, D2, D3, et connaissant la carte, c'est-à-dire connaissant les segments AJ, BJ. Alors ici, on vous dit que la distance au ième mur, la distance orthogonale, se calcule par cette formule-là. Alors je vais peut-être essayer de rappeler, alors c'est donc une distance qui dépend d'un vecteur U, qui se calcule à partir des points A et B, et par l'intermédiaire d'un déterminant, alors qu'on peut voir ici. Alors pour comprendre cette formule, je vais prendre ici un segment que je vais appeler A et B, qui correspond à un segment A de J, B de J, par exemple. Et puis je vais positionner mon robot ici, à une position X. Donc ici, je vois apparaître ce vecteur-là qui va m'intéresser, qui correspond à x-a. La distance que j'essaye de calculer ici à partir de x, celle-là par exemple, celle que j'essaye de calculer, elle va s'obtenir de façon assez simple en prenant ici un vecteur unitaire. Alors je vais le prendre ici, c'est un vecteur u, et je vais faire donc le déterminant entre u et x. Donc si je fais le déterminant, donc la distance que j'appelle ici petit d, ça va être égal au déterminant entre le vecteur u et le vecteur x moins a. En effet, le déterminant fait intervenir le sinus, donc le déterminant entre deux vecteurs u et v normés correspond au sinus que forme l'angle entre u et v. Et ici, bien évidemment, v correspondrait à un vecteur que je pourrais dessiner ici. Le sinus, donc, je pourrais le voir, le représenter ici. Et il est proportionnel à la distance d, donc, suivant Thalès, mais multiplié par la norme de x moins a, c'est exactement ce qui est exprimé ici. Alors, je vais rajouter un petit bruit, parce que d c'est une distance mesurée, et dans l'énoncé, on vous rajoute un petit bruit qu'on appelle bêta. Alors, si j'essaye d'exprimer ça de façon linéaire, alors comme on verra pourquoi c'est important tout à l'heure, on va avoir donc cette distance d, qui va être égale au déterminant d'une matrice. Cette matrice vaut U1, U2, et ici ça vaut x1 moins a, moins a1,
Et puis ici, je vais avoir x2 moins a2. En effet, je suis dans le plan, et donc tout comme, euh, tout comme A, X, A et B ont tous les deux des composantes notées ici A et B. Donc le vecteur U, il se calcule simplement à partir de A et B en disant tout simplement que U c'est égal à B moins A, c'est le vecteur B moins A représenté ici en noir, donc là, divisé par la norme de B moins A. Et ce vecteur, il a deux composantes. Pour ça, normalement, j'aurais peut-être dû mettre une flèche ici. Il a deux composantes, U1 et U2. Abscisse et ordonnée. Je vais rajouter ici plus bêta. Alors, une fois que j'ai ça, je vais essayer le déterminant. Je rappelle qu'il se calcule en faisant ça fois ça, moins ça fois ça, dans ce sens-là. Et donc, si j'écris ça, j'en déduis que D est égal, alors ça va me donner du U1 fois x2 moins a2, moins u2, multiplié par x1 moins a1. Toujours plus mon bruit bêta. Ça, donc c'est équivalent à ce qu'il y a au-dessus. Ça, c'est équivalent à dire, alors, de façon à avoir une forme linéaire en x1, x2, je vais avoir envie de mettre tout ce que je connais. Alors, qu'est-ce que je connais ici? A priori, les inconnus, c'est x1, x2. U1, il est connu puisqu'il a été calculé ici, à partir de B et A. Pareil pour U2. Donc, si je veux avoir une relation linéaire en x1, x2, je vais écrire D moins, alors ça va donner plus U1 A2. Alors, de l'autre côté, je vais avoir égal. Et puis, je me retrouve ici avec... alors, bon... je vais avoir ici... Alors, j'essaye de... sous la forme U2, alors U1 X2. Donc voilà, j'ai donc exprimé cette quantité-là. Je vais avoir ici un moins U2 X1 plus bêta. Et puis ici, je vais avoir un, puisque je passe de côté, moins U2 A1. Donc ici, j'ai bien une relation linéaire comme il est nécessaire de l'exprimer pour pouvoir appliquer un filtre linéaire, comme le filtre de Kalman. Donc si cette quantité-là, je l'appelle par exemple, puisqu'elle est connue, je vais l'appeler d bar. Bon, bah ça c'est équivalent à dire que d moins d bar, bon, puisque d est mesuré, celui-là je peux l'appeler aussi y, donc ça c'est connu. Ça va être quelque chose de la forme moins U2 U1, donc sous forme matricielle, multiplié par le vecteur x qui vaut x1 x2 plus un bruit de mesure que j'appelle bêta. Et là, je suis tout à fait dans une configuration agréable pour le filtre de Kalman, avec ici le vecteur des mesures, bon, qui ici est un scalaire y, ici la matrice C, ici le vecteur d'état x qui est inconnu, et ici un bruit bêta. Alors ici, dans notre exercice, le robot donc positionné en x1, x2 mesure ces trois distances. Donc on va avoir trois équations, comme celle qu'on vient d'écrire. On retrouve dans l'énoncé ce qu'on a montré, c'est-à-dire les vecteurs U de I. Il y en a trois parce que j'ai trois segments. Trois équations de mesure.
Et alors, on vous demande d'exprimer en fonction de A, B et D une estimation. Alors, une estimation du robot, de la position du robot initial, alors probablement parce que initialement on sait qu'il est en 1 et 2. Alors, on sait à peu près qu'il est en 1 et 2, on a toujours une information a priori, mais cette information elle est très pauvre, puisque la matrice de covariance elle est de 100 fois l'identité. 100, ça veut dire que vous savez où il est à 10 mètres près. C'est pas précis. Les mesures vont nous apporter bien plus de précision. Donc ici, je pourrais mettre 100 fois plus. Euh, cette condition initiale, cette connaissance initiale ne va pas influencer mon estimation. Donc ici, 100, ça veut dire quelque chose de très grand. Alors, pour pouvoir appliquer un fil de Kalman en mode prédiction, c'est-à-dire que le robot ne bouge pas, et on va devoir l'appliquer qu'une fois, et le fil de Kalman peut s'appliquer quand le robot bouge, mais si je l'applique une seule fois, ce fil de Kalman, ben, on va juste prendre en considération les mesures à l'instant initial, et on va donc appliquer une seule fois le fil de Kalman en mode correction, puisqu'on vient juste corriger la connaissance initiale qui nous disait que x était à peu près égal en 1 et 2. Alors pour pouvoir préparer mon fil de Kalman, alors bon après on vous les donne dans la deuxième partie, mais on va voir ça après. Alors pour pouvoir préparer mon fil de Kalman, il va falloir que je prenne en considération le fait que, alors ici, la D dépend de I. D bar, alors pareil, ça dépend, c'est ce qui est donné ici, va dépendre de I. Celui-là dépend de I. Pareil, I dépend de I. Celui-là ne dépend pas de I, mais celui-là va dépendre de I. Donc, I, puisque j'ai 3 murs, I va de 1 jusqu'à 3. Donc 1, 2, 3. Il appartient à 1, 2, 3. Donc dans ce cas-là, le vecteur des mesures, lui, va maintenant être de dimension 3. Le vecteur des mesures y, il va correspondre aux mesures donc d de 1 moins d bar de 1. Donc ça, il va falloir bien évidemment que je programme tout ça. Alors de 1, d de 2 moins d bar de 2 pour le deuxième mur, d de 3 moins d bar de 3. Alors, la matrice C. Alors, la matrice C, pareil, elle va avoir 3 lignes, puisque Y est de dimension 3. La première ligne, ça va être moins U2 de 1, U1 de 1. Ici, pareil avec de 2. Bon, là, j'ai une ligne pareille avec de 2. Puis la dernière ligne, c'est moins U2 de 3, U1 de 3. Donc ça, c'est pour le troisième mur. Alors, pour ma connaissance initiale, pour x bar, alors ça pareil, pour pouvoir le fil de Kalman, je rappelle, la connaissance initiale x bar, c'était 1 et 2. Et la matrice de covariance associée, elle vaut, alors que je vais appeler gamma, bon je vais l'appeler gamma x, c'est égal à 100, 100, comme donné dans l'énoncé, 0 et 0. Et puis je vais avoir gamma bêta, le bruit de mesure, gamma bêta, ben, c'est aussi une matrice 3-3, puisque j'ai 3 bruits de mesure. Et puis ici, comme donné dans l'énoncé, ben, c'est l'identité, donc 1, 1, 1, 0, 0. Et là, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir estimer x à partir de tout le reste qui est connu. Alors pour cela, il suffit d'appliquer bon, le fil de Kalman, c'est ce qu'on va faire maintenant. Et pour ça, bah, je vais le faire sous MATLAB en prenant en considération la deuxième question qui nous donne les valeurs numériques
pour A, donc mes segments A et B, et mes distances D de I. Alors je pars d'un programme que j'appelle distWall, comme distance au mur, et bon, je vais une initialisation pour qu'il m'affiche tout en grand, clear all, bon alors là c'est classique, hein. CLF pour qu'il m'efface l'écran, je vais faire un axis, alors axis que je vais choisir 0,16 moins 2, 14. Alors ça correspond à peu près à une boîte englobante pour mes murs, mais je vais voir si ça ne convient pas, je le changerai peut-être tout à l'heure. Axis de square, euh, pour rendre homogène les coordonnées x et y, et puis hold on. Bon, voilà pour l'initialisation assez classique. Alors, maintenant, je vais saisir, comme dans l'énoncé, mes matrices A et B. Donc, une matrice A qui va donc avoir 3 colonnes et 2 lignes qui va contenir les A. Et pareil, une matrice B qui va contenir les points B. Et puis, je vais faire aussi un vecteur qui contient les distances. Alors, A égale... Alors, je vais avoir ici 2, 15 et 3 en abscisse. Et 1, 5 et 12 en ordonnée. Pour B, ben, B, ça va être égal à... Alors, en abscisse, je vais avoir du 15, 3 et 2. Et en ordonnée, du 5, 12 et 1. Donc, en fait, ça correspond à A, qu'elle était légèrement décalée. Bon, ici, comme j'étais des matrices de petite dimension, je les ai tout simplement recopiées. Alors, maintenant, je vais peut-être dessiner, pour vérifier que tout est à peu près cohérent, je vais dessiner les segments associés. Donc for i égale 1 jusqu'à 3, puisque j'ai 3 murs. Je vais faire un plot de A. Alors, première ligne, ième colonne. Ici, B. Alors, le B, là, c'est l'abscisse pour B. Hein. Là, c'est les abscisses. C'est pour ça que je mets un 1 pour l'abscisse, et I parce que c'est le ième point. Euh, voilà, alors ici, je rentre sous forme de vecteur. Je rentre ici pareil pour les ordonnées. Donc 2 pour les ordonnées. Je vais afficher ça par exemple en noir. Et puis une épaisseur de ligne, comme ça rend après sur la figure. Line width de 2. Voilà. Maintenant, end. Je lance. Voilà, donc là, ici, on a les 3 segments qui se rejoignent parce que bah, les matrices ont été choisies comme ça. Alors, une fois que j'ai ça, je vais pouvoir calculer bon, mon filtre de Kalman. Alors, le filtre de Kalman, je vais peut-être le faire à ce niveau-là. Pour cela, je vais devoir fabriquer mes vecteurs i, enfin mes vecteurs u, comme ça a été noté ici. Là. Donc voilà, il va falloir que je fabrique ma matrice C, mes vecteurs d bar, le vecteur d, etc. Alors, pour ça, je vais faire à nouveau une boucle hein, de ce type-là. Peut-être juste après, là. Et puis, je vais faire U. Alors, U, il vaut quoi? Le vecteur que je pourrais... Bon, U de I, hein, mais je le note U
ça va correspondre à B. Alors ici, je prends toutes les lignes et la ième colonne, moins A. Alors, je reprends ça. euh, et ce vecteur-là, je dois le diviser par la norme pour le rendre unitaire. Donc norme de cette même chose. Donc je fais un copier-coller. Une tabulation. Voilà pour ce vecteur-là. Alors maintenant, pour la matrice C, la matrice C, alors elle va s'incrémenter au fur et à mesure. Donc je vais l'initialiser au tout début en disant que C il vaut vide. Et pareil, euh, pour les distances D, ça va être un vecteur que j'initialise à un vecteur vide. Donc le vecteur C, eh ben, je lui rajoute une ligne. Donc pour lui rajouter une ligne, je dis il vaut ce qui valait avant. Donc au début, il ne vaudra rien. Et je vais lui rajouter alors un moins U de 2, virgule U de 1. Voilà. Alors pourquoi? Parce que ici, c'est ce qu'on avait. Moins U2, donc la première ligne, puis la deuxième, donc je vais le faire 3 fois. Alors maintenant, en ce qui concerne dbar. Alors dbar, il va aussi valoir. Alors ici, c'est pas vraiment le D, donc c'est plutôt dbar, au moins peut-être D après. Non, D, ce sera pas nécessaire. Euh, euh, donc dbar, il vaut pareil. Dbar, l'ancien, donc au début il est vide, et je vais lui rajouter comme le déterminant de la matrice alors qui correspond à U, U et moins A de toutes les lignes, virgule I. Alors, je mets ça, je ferme ici le crochet, hop, je ferme le crochet, et je dois à nouveau fermer le crochet à ce niveau-là. Alors, le dbar qui est là, c'est celui qui est écrit ici. Alors, le dbar qui est là, qui est donné ici, hop, et qui provient, qui peut être vu ici comme un déterminant. En effet, c'est le déterminant de U1 avec les A1, A2 qui sont passés de l'autre côté, mais qui ici a été donné sous une forme développée. Bon, j'aurais pu le donner sous une forme développée, ça n'aurait pas été beaucoup plus compliqué. Alors, voilà des barres, mes matrices sont fabriquées, je fais N. Alors, j'aurais dû aussi mettre mon vecteur des distances. Le vecteur des distances qui est donné dans l'énoncé équivaut 2, 5 et 4. Maintenant, le vecteur y, il vaut d moins d bar. Comme c'est marqué ici, d moins d bar. Alors ici c'était scalaire, mais i va de 1 à 3. Maintenant, je vais fabriquer le... Bon, je vais appeler x0, c'est le premier x ou x bar. Il vaut 1, 2, comme donné dans l'énoncé. La matrice de covariance gamma associée, je l'appelle gamma 0, il vaut 100 fois l'identité. Alors l'identité i de 2, 2. Ensuite, U. Alors le U, là, c'est le U du Kalman. Pour pouvoir utiliser le Kalman, alors je rappelle, pour utiliser le Kalman, alors file,
open. Alors, le Kalman, je dois l'avoir. Voilà, ici, j'ouvre. Et voilà la forme qu'il doit avoir. Je fais un copier-coller, je reviens ici, et il va falloir que je mette sous cette forme-là. Alors, pour appeler le Kalman, déjà ça, l'update, il m'est égal. Donc je vais avoir ici celui-là qui est déjà initialisé. Ici, le U, ben, pour le U, je vais mettre 0, puisqu'on n'a pas d'entrée à notre niveau. Y, c'est le vecteur des mesures. G alpha, G bêta, il va falloir que je les fasse. A, c'est... euh, alors, ici, A, c'est l'identité, parce qu'il n'y a pas d'évolution entre x1 et x0. Je suppose que entre l'instant initial, où je sais qu'il est à peu près en 1, 2, et l'instant où j'ai pris mes mesures, c'est-à-dire à l'instant 1, ben, il n'y a pas eu d'évolution. C'est-à-dire que la matrice A, elle vaut l'identité. Ouais, je mets ça. Alors, ici, j'ai la matrice C. Il va falloir juste que j'initialise. euh, alors, G alpha. Bon, le bruit d'état. Ah, bien sûr, je sais que l'état à l'instant 1, c'est exactement l'état à l'instant 0. Donc, la matrice de covariance du bruit d'état, elle est exactement égale à 0. Donc ici, je vais mettre 0 fois G0 pour avoir les mêmes dimensions. Donc ça signifie que x1 est rigoureusement égal à x0 et non pas égal à x0 plus un bruit. C'est exactement égal à x0. C'est ça qu'on veut signifier ici en mettant 0 comme bruit d'état. Euh, alors ici, je vais avoir G alpha. Alors, en fait, c'est le G alpha. Mince, alors, je me suis peut-être trompé là. Oui, non, ici, c'est U qui vaut 0. Ah oui, alors. Bon, pour éviter de me tromper, je vais mettre U ici. U égale 0. Et ici, j'ai donc U, Y, G alpha. Alors ici, je vais mettre G alpha qui vaut 0 fois G0. Maintenant, je vais avoir G bêta. Alors ça, c'est le bruit de mesure. Le bruit de mesure, c'est égal à l'identité de dimension 3 parce que j'ai 3 mesures. Et voilà, je vais pouvoir appliquer ce filtre de Kalman juste une fois, qui va me donner une estimation pour la position du robot, mais aussi l'incertitude associée. Bon, alors une fois que j'ai calculé tout ça, je dessine mon triangle. Et puis, je vais essayer de représenter peut-être les mesures associées. Alors, je vais faire ici un draw circle. Puisque je mesure la distance au mur, je vais mesurer. Bon, je vais essayer de tracer les cercles associés à cette distance. Donc ici, je vais avoir draw circle. Je vais mettre ici x1 qui correspond à la position estimée. Je vais mettre ici ma distance que j'ai mesurée. Je vais représenter mes cercles, par exemple, en bleu, avec une épaisseur de 1. Bon. Je lance tout ça. Et on voit bien que la position estimée qu'il nous a trouvée, donc qui semble être ici, j'aurais pu la dessiner ici, là, euh, premier cercle qui correspond à la distance à ce mur-là, le deuxième cercle, la distance à ce mur qui est à gauche, et ici, bon, le mur qui est représenté ici. Donc ça colle à peu près. Alors, ce que je vais essayer de faire quand même ici, je vais peut-être euh, bon, je vais essayer de tracer les ellipsoïdes de confiance quand même pour la position de mon robot. Donc je vais faire draw ellipse.
Alors, pour le draw ellipse, pareil, c'est comme le draw circle. Tout ça, ils sont dans la bibliothèque File Open. Alors, je vais ouvrir le draw ellipse. Le voilà. Je vais faire un copier-coller pour pas trop me tromper. Je reviens ici et je vais faire un. Alors, draw ellipse. Alors, W bar, ici, ça va correspondre à X1. Je vais mettre ici G1. La probabilité, maintenant, je vais mettre 0,9. La couleur, ben, je vais mettre par exemple magenta. Et l'épaisseur, je vais mettre par exemple une épaisseur de 2. Je lance. Et en gros, on sait que le robot, il est dans cette ellipsoïde de confiance avec une probabilité de plus ou moins. Enfin, il est dans cette ellipsoïde de confiance. Donc, c'est pas très précis parce que j'ai que 3 mesures, mais on voit que ça correspond à peu près à la réalité. Alors, si jamais je pourrais dessiner en plus mon ellipsoïde initial en mettant ici le x0, le g0, toujours la même probabilité. Ici, je vais par exemple la mettre en noir, toujours avec une épaisseur de 2. Si je lance ça, ben, je la vois pas parce que probablement elle est très grande. Donc elle doit sortir de l'écran et pour ça il va peut-être falloir que je change les échelles. Alors ici, je vais peut-être mettre par exemple un 10 fois ça. Je le relance. Et bien on le voit là. On voit ici le petit triangle, ici la grande ellipsoïde initiale. Alors on voit qu'elle est grande. Et si jamais je l'avais mis beaucoup plus grande, alors je vais peut-être par exemple ici mettre un -5, -10 pour que ce soit mieux centré. Euh, Si jamais j'avais pris beaucoup plus grande, ça n'aurait pas affecté le résultat. Alors je vais peut-être essayer de le montrer maintenant en mettant ici, par exemple, je vais rajouter 2 zéros. Bon, un seul zéro, parce que sinon je ne vais plus voir l'ellipsoïde. Un seul zéro. Je lance. On voit ici, elle a beau être énorme, je n'ai absolument pas changé le résultat. L'ellipsoïde cette incertitude initiale n'a pas d'influence sur le résultat final.